Le virage numérique. Dans le domaine de la santé, l'expression est sur toutes les lèvres. La direction est donnée, l'avenir sera dans la e-santé. Mais la vigilance reste de mise dans ce secteur sensible. Replacer le patient au centre des réflexions, harmoniser les outils, pousser la technologie au maximum de son efficacité et de l'éthique, autant d'enjeux à garder en mémoire. Nous vous proposons d'entendre ceux qui conçoivent ces projets et les portent au quotidien. Ingénieurs, DSI, médecins, industriels et éditeurs, ils sont les voix de l'innovation e-santé. En 10 ans, l'environnement a profondément évolué en matière de mail. Leur nombre a explosé, tandis que les menaces se sont renforcées. Dans le secteur médical où des données sensibles circulent, la protection de ces courriels est le premier rempart contre les cyberattaques. État des lieux et solutions avec des acteurs clés du domaine. Bonjour à tous. André Pilon, vous êtes le RSSI du GHT Savoie-Belley. Vous avez pu constater, vous, ces changements. C'est en 2008 que vous vous équipez de l'outil Veid pour protéger les messageries instantanées. Le contexte alors était bien différent. En 2008, on se reporte effectivement 13 ans en arrière. L'usage de la messagerie était en place effectivement, en particulier dans le milieu hospitalier, mais c'est un usage beaucoup plus restreint. Maintenant, le contexte de la menace, entre guillemets, si je puis dire, lié à l'usage de ces outils en 2008, était beaucoup moins prégnant, enfin beaucoup moins connu et beaucoup moins prégnant. On avait effectivement quelques attaques épisodiques sur les systèmes d'information via les notions de phishing qui existaient déjà, mais avec derrière des conséquences relativement insignifiantes de façon très générale, avec des mécanismes de propagation lents, peu invasifs. J'ai eu à traiter une première cyberattaque avec un premier niveau de rançongiciel en 2015. Voilà. Donc c'était quand même quelques années plus tard. Et ça n'a fait malheureusement que croître dans les hôpitaux. Et donc, effectivement, la messagerie est devenue un vecteur particulièrement menaçant de propagation de ce type de cyberattaques rançongicielles qui sont beaucoup plus impactantes. Alors il faut savoir qu'en tant que professionnel de santé, on reçoit énormément de mails. Joris Galland, praticien hospitalier et expert scientifique au Digital Medical Hub. D'ailleurs, on donne notre mail parfois à des familles, à des patients ou à des médecins traitants. C'est pourquoi on privilégie parfois, puisque c'est plus rapide, de répondre à un problème par mail. Or, on reçoit une multitude de mails par jour et les professionnels de santé sont très peu sensibilisés au fait que des mails frauduleux peuvent arriver même sur leur mail professionnel, c'est-à-dire soit le mail administratif, soit des mails sécurisés. Donc, je pense que c'est très intelligent de la part des hackers d'utiliser le mail comme porte d'entrée pour les piratages dans les systèmes hospitaliers, puisque tous les professionnels de santé, en tout cas une bonne partie, sont très peu sensibilisés à cette problématique de sécurité des données, du risque de piratage. Le changement, on l'a vu sur, je dirais, la nature et le volume des menaces. Romain Basset, directeur avant-vente chez Veid. Pour rejoindre un peu ce que disait M. Pilon précédemment, il y avait évidemment, plutôt en 2008, beaucoup de spam, principalement du spam. Et tout ce qui était un peu menace avancée, type virus ou phishing, était relativement sommaire, assez mal construit, ou assez facile, entre guillemets, à détecter. L'évolution, elle s'est faite assez doucement, finalement, et puis, bien évidemment, elle s'est accélérée ces 2 dernières années. On peut la caractériser de la manière suivante. Une industrialisation de la cybercriminalité, il y a une organisation, une structuration pour que ce soit beaucoup plus efficace. Donc, de manière concrète, au niveau des menaces, ça se caractérise par des menaces qui sont plus difficiles à détecter parce qu'elles sont soit plus complexes par nature, on parle des rançongiciels, et une autre tendance, c'est l'hyper-spécialisation des menaces, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va avoir des attaquants, si on prend le phishing, par exemple,
Ils ne vont plus viser l'ensemble du personnel d'un hôpital ou d'une entreprise ou d'une mairie, mais qui vont cibler, alors soit de manière aléatoire, soit de manière construite, quelques employés, voire un employé. Environ 90% des cyberattaques vont impliquer l'email à un moment ou à un autre de la chaîne. Juste pour expliquer un petit peu, c'est assez simple finalement parce que l'email, ça touche à des personnes et ça vous amène tout de suite au cœur de l'entreprise. Si vous menez une attaque entre guillemets purement technique, vous essayez justement de passer au travers d'un firewall, vous aurez peut-être passé qu'une seule barrière et ce sera extrêmement difficile. Il est bien plus facile de convaincre une personne d'ouvrir un fichier, cliquer sur un lien que d'essayer de casser un firewall, schématiquement parlant. Mais alors, comment répond-on à ces menaces? Quelles sont vos armes? Comment on répond à ça? C'est le cas pour Veid et c'est, j'ai envie de dire aujourd'hui, le cas pour beaucoup d'éditeurs, c'est de prendre le virage de l'intelligence artificielle. Alors, ça sonne parfois un peu comme une expression un peu marketing, mais c'est tout sauf du marketing. L'intelligence artificielle va avoir cette réponse qui est justement d'être capable de détecter ces menaces qui sont hyper précises ou hyper dynamiques, de courte durée dans le temps, de faible volume, parce que ce sont des systèmes autonomes qui ont appris d'eux-mêmes, et qui n'ont pas besoin de connaître la menace antérieurement pour la bloquer. Si vous voulez, si vous comparez un système, un vigile à l'entrée d'un supermarché, il a peut-être en tête, entre guillemets, une photographie de tous les voleurs qui sont déjà passés par là. Avec les menaces d'aujourd'hui, les voleurs, ils sont à chaque fois nouveaux. Donc le vigile, il va laisser rentrer les voleurs, même si ce sont des voleurs. Là où l'intelligence artificielle, elle, même si elle ne connaît pas les voleurs, elle va détecter peut-être que le voleur a un comportement, une attitude, un accoutrement suspect, et donc sans même savoir que c'est un voleur, va pouvoir le bloquer. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment été le virage. Chez Veid, ça fait 6 ou 7 ans que nous l'avons pris de l'intelligence artificielle. Et comment en est-on arrivé à ce taux de vulnérabilité des établissements hospitaliers? Parce qu'aujourd'hui, clairement, ils sont identifiés comme des cibles privilégiées. Écoutez, les cyberattaquants sont des gens qui ont du bon sens. Cybercriminalité, elle est organisée, comme le disait M. Basset, de plus en plus organisée, cherche à faire des profits en investissant le moins possible et en ayant un ROI au maximal. Donc, c'est vraiment une entreprise criminelle très organisée et, comme le disait M. Basset, très industrialisée désormais. Et donc, on vise des secteurs qui peuvent rapporter gros en investissant peu. C'est tout à fait le cas du secteur de la santé. Le secteur de la santé est très vulnérable parce que mal protégé historiquement. Et le deuxième point, c'est que les données de santé, qui sont catégorisées comme données sensibles, sont au sens du RGPD, ce sont des données qui sont désormais monnayables. Elles sont monnayables et fortement monnayables, et qui plus est, comme ce sont des données qui touchent à l'intime, dans beaucoup de cas, elles permettent de mettre une pression maximale sur les organisations hospitalières, en cas d'exfiltration de données, comme il a été évoqué tout à l'heure, de menaces de publication, de divulgation, donc divulgation donc, du secret professionnel, et elles permettent effectivement aussi de menacer désormais et de faire chanter des patients. Quel est le positionnement de Veid? Veid, c'est un éditeur de cybersécurité qui existe depuis 2008. C'est un éditeur français, donc nous sommes basés à Lille, dans le nord de la France, donc spécialisé dans la protection de la messagerie. On protège 2 types de clients. Donc on a le marché des entreprises, des collectivités publiques, des services publics, les hôpitaux. Et puis on a un marché qu'on va qualifier d'historique, qui est le marché des opérateurs, où là, des opérateurs Internet vraiment partout dans le monde vont utiliser notre technologie pour protéger leurs clients des menaces véhiculées par email. C'est grâce à ces opérateurs qu'on a ce volume donc d'1 milliard de boîtes aux lettres, littéralement 1 milliard, protégées. Donc c'est énorme. On estime que nous sommes les deuxièmes, juste derrière Google avec son Gmail, qui a 1 milliard 2, voire plus. C'est important pour nous parce que ça nous permet justement de créer cette technologie d'intelligence artificielle. Vous couvrez un large spectre de protection, mais comment agit cette protection? Vous avez une approche heuristique, c'est-à-dire que votre système apprend en permanence. Détaillez-nous ce processus, s'il vous plaît. En essayant d'être générique, et je m'excuse par avance auprès des puristes pour prendre quelques raccourcis, mais ça prend plusieurs phases.
Il y a effectivement un élément fondamental, ce que je disais, c'est la donnée. La donnée, elle doit être conséquente et elle doit être de qualité. On s'appuie sur la donnée, on va ce qu'on appelle labelliser la donnée. Et donc, si on prend, par exemple, on va prendre une page Internet, puisqu'on peut parler de page de phishing, on va en fait mentionner des éléments qui peuvent être intéressants. Donc, quand on parle d'une page Internet, on a évidemment l'URL, le lien, et dans les liens, il y a des choses qui sont importantes. Ensuite, on peut regarder dans le contenu de la page, dans le code de la page. Et donc, tout le travail, en fait, de ce qu'on appelle les data scientists ou les ingénieurs, c'est de déterminer parmi toutes les propriétés qu'il peut y avoir, soit sur un email, soit sur une pièce jointe, un fichier, soit sur une page web, quels sont les critères les plus pertinents qui vont permettre à un système autonome de déterminer s'il s'agit de quelque chose de légitime ou de quelque chose de malveillant. L'IA, c'est un formidable détecteur de mails corrompus à risque justement d'infecter les hôpitaux, puisque ça permet déjà d'automatiser cette détection et donc d'éviter d'avoir des mails qui arrivent directement sur nos boîtes de réception. Et l'avantage des intelligences artificielles, c'est que en fait, ce sont des algorithmes qui apprennent à détecter les tentatives de phishing, de piratage. Donc ça fait gagner un temps précieux pour les systèmes informatiques, puisque les mails n'ont pas besoin d'être contrôlés un à un, et c'est un avantage énorme comparé d'autres algorithmes qui ne seraient pas issus de l'intelligence artificielle, puisque les IA, comme elles apprennent, toute nouvelle tentative ou toute nouvelle technologie de phishing ou de piratage va être détectée par les IA, puisqu'on va leur apprendre. Il y a une application spécifique de votre protection qui est particulièrement efficace, c'est Computer Vision. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ? Computer Vision, donc c'est un sous-ensemble d'un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. En fait, c'est un système autonome qui va regarder soit un email, soit une page web, telle que vous et moi la regarderions. C'est-à-dire, comment dirais-je, en essayant de voir et pas simplement de s'appuyer sur des éléments techniques du code ou des liens dont je vous parlais. Et donc, on a développé cette technologie parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des menaces qui étaient extrêmement différentes les unes des autres, mais le rendu pour les utilisateurs finaux, c'était strictement la même chose. Ce qui pouvait d'ailleurs parfois générer de la frustration, parce qu'imaginez qu'on puisse malheureusement laisser passer une menace, nos clients nous remontent, voilà, vous avez laissé passer cette menace, on fait la correction. Le lendemain, ils reçoivent quelque chose qui, d'un point de vue technique, était complètement différent, mais d'un point de vue visuel, était strictement identique. Donc, le retour des clients, c'était « Attendez, on vous l'a déjà reporté hier, on doit de nouveau vous le reporter aujourd'hui. » Voilà, c'est ça qui a conduit notamment à la mise en place de Computer Vision, c'est de dire « OK, analysons les emails et les liens comme un œil humain. » Et donc, voilà, c'est pour vous donner le contexte. Donc, pour répondre à la question en termes de chiffres, aujourd'hui, avec Computer Vision, littéralement par mois, on bloque des dizaines de millions d'éléments malveillants. Donc, soit des emails, soit des liens, soit des pages, soit même des images. Côté utilisateur, quels sont les retours ? Au quotidien, on sait qu'il y a des milliers d'événements qui sont filtrés. Ce sont des choses qu'on va essayer de faire ressortir, mais plus pour montrer effectivement que ces systèmes-là servent. Ils ne sont pas là pour ne rien faire, ils servent en permanence, ce sont des filtres permanents. Donc ça, c'est un premier point. On est plutôt à regarder à l'inverse, c'est-à-dire quels seraient les incidents qui sont déclarés, qui pourraient être effectivement liés à défaut du filtrage, si je puis dire, je vais employer ce terme-là. Force est de constater aujourd'hui que sur la messagerie, la notion d'anti-spam, des choses comme ça, est relativement efficace. On a très peu d'incidents qui ressortent de ce canal-là en matière effectivement d'anti-spam. Je pense qu'avec les dernières évolutions qui ont été mises en place récemment chez nous, il y a quelques mois, on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus efficace qu'avant.
ce qu'on cherche toujours absolument à faire, hein, c'est à bloquer la menace avant qu'elle atteigne l'utilisateur final. Ça, c'est vraiment le but. Après, en tant qu'éditeur, on se doit aussi d'être réaliste et de se dire, malheureusement, on ne bloquera pas toutes les attaques tout le temps. Et encore une fois, aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait un seul éditeur qui ait cette prétention. Donc, il y a différents mécanismes complémentaires qui peuvent être ajoutés. Typiquement, il y a celui de la protection des URL au moment du clic utilisateur. Ça, c'est un classique, c'est-à-dire supposer qu'un email malveillant ait pu passer au travers des mailles du filet. Au moment où l'utilisateur va ouvrir ce mail et cliquer sur le lien, il peut y avoir une analyse du lien en temps réel, ce qui est vraiment l'information importante, avec des mécanismes d'IA. Et comme ces mécanismes sont vraiment mis à jour en permanence, cette analyse en temps réel au moment du clic, elle peut être différente de l'analyse qui a été réalisée au moment de la remise du message. Et donc, potentiellement bloquer le clic utilisateur. On voit aussi des attaques où le mail est envoyé avec un lien qu'on va appeler légitime ou propre. Et puis, ce même lien, puisque le mail, une fois qu'il est dans votre boîte aux lettres, personne ne peut le modifier, hein, mais le lien ne va plus rediriger au même endroit. Et donc, peut-être qu'il vous emmenait sur google.com, et puis peut-être qu'au bout d'une minute, pas plus, il va vous emmener sur je vais te pirater.com. Schématiquement, ça, ce sont des choses qu'on peut voir. Donc, ça peut être un deuxième rideau, si je puis dire, ça peut être au moment du clic utilisateur. Et puis, avec certaines solutions, on peut même aller encore plus loin, puisqu'on fait ce qu'on appelle de la remédiation. Et donc là, c'est sur des environnements Microsoft 365, typiquement, où là, parce qu'on a une intégration un petit peu différente, on est vraiment complètement intégré, pour le dire ainsi, dans Microsoft 365, on a la possibilité d'aller chercher complètement le message dans la boîte aux lettres. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça peut être à l'initiative de l'administrateur. On est même allé encore plus loin parce qu'on a automatisé ce système. Parfois, il arrive qu'un email à un instant T, on n'ait pas l'information qu'il y a un ou plusieurs composants de cet email qui soient malveillants. Par contre, à T plus une minute, on va l'avoir. Donc, avec la remédiation automatisée, on va être capable d'aller chercher le mail dans la boîte aux lettres de l'utilisateur ou des utilisateurs sans intervention aucune. La protection, ça implique la combinaison de 3 éléments. Un pare-feu efficace, de la détection avec l'IA et la formation des utilisateurs. C'est la base pour un changement de paradigme ? Ce trépied permettra justement de montrer aux hackers que les données de santé, on a tous ce souci de les protéger, on sait tous au niveau des hôpitaux qu'il s'agit de données importantes et que du coup la cybersécurité est devenue un enjeu majeur au sein des hôpitaux ou de la médecine de ville. C'est envoyer un message fort justement aux pirates informatiques en leur montrant que justement il y a plus cet amateurisme à l'hôpital en ce qui concerne le niveau des systèmes d'information. Et c'est également leur envoyer un message fort, de leur dire qu'on est sensibilisé, en tout cas qu'on est contre, ce qui est tout à fait normal, qu'on a bien compris les enjeux de la sécurité informatique dans les hôpitaux. Vous constatez également, Monsieur Pilon, une prise de conscience chez les utilisateurs ? Oui, alors effectivement, l'utilisateur, il y a une évolution rapide de la prise de conscience et des comportements malgré tout. Alors, il y a encore du travail, hein, bien entendu. C'est complexe, comme je disais tout à l'heure, de toucher les utilisateurs qui sont à des niveaux très différents dans le système et dans l'usage des outils eux-mêmes. Mais on a effectivement, de façon générale, une prise de conscience énorme. Et moi, je le vois dans les comportements. Hein. Ça fait pas longtemps que je suis au CHMS, mais on a mené des actions et on a déjà des résultats puisqu'on a des signalements qui sont des réflexes, si vous voulez, qui apparaissent maintenant auprès de certains utilisateurs, notamment des populations clés, des nœuds de com, par exemple des secrétariats médicaux. Dans les hôpitaux, c'est un nœud de communication vers l'extérieur, vers le patient, un nœud vers les professionnels de santé, vers l'administratif. Ces personnes-là sont beaucoup plus sensibilisées et on a effectivement des signalements qui nous remontent. Donc ça, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt, comme le disait M. Basset, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, de trouver en ces personnes-là un acteur de la cybersécurité, j'allais dire, proactif. L'espoir est donc permis car c'est sans doute dans la dissuasion que sera la clé. En se renforçant, la protection des données de santé permettra à terme de décourager par avance toute cyberattaque. Nous remercions tous les intervenants de ce podcast et on vous dit à très bientôt
pour un nouvel entretien dans les voies de l'innovation e-santé.